commencer ce webinaire. Donc, ce webinaire qui s'intitule Le vélo, facteur d'émancipation pour les enfants et les ados. Euh, donc c'est un webinaire qui est organisé par le secteur communication de la Ligue de l'enseignement en lien avec la parution du dernier dossier La révolution dans le guidon. Donc, dossier qui est paru dans la revue Éduquer. Juste un petit mot sur la revue. Donc, c'est un mensuel. Il y a 8 numéros par an qui traitent des questions d'éducation et d'enseignement. Donc, à chaque fois, on aborde une thématique particulière dans le dossier. Donc, dernièrement, on a travaillé sur le racisme à l'école après la crise Covid, les compétences de demain. Donc, la revue, elle est accessible en ligne sur le site www.ligue-enseignement.be et les articles et les liens sont régulièrement postés sur nos pages Facebook et Instagram. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ces pages. Et alors, si vous voulez recevoir la revue en version papier, c'est donc 2,50 € par mois. Et voilà, vous pouvez nous contacter sur le site pour vous abonner. Donc voilà, comme je le disais, c'est un webinaire qui est en lien avec notre dossier qui s'appelait La révolution dans le guidon. Donc ce dossier, dans ce dossier, vous avez plusieurs articles. Donc un article de François Chamarot, qui est docteur en physique et enseignant en sciences, qui évoque les nuisances atmosphériques, sonores et visuelles de l'automobile. Donc vous découvrirez d'ailleurs des chiffres dont on n'a pas vraiment idée. Par exemple, le fait que 70% de l'espace public reste occupé par les voitures individuelles, donc en stationnement ou en circulation. Vous avez aussi un article de Elke van de Brunt, la ministre bruxelloise de la mobilité, donc qui nous parle de son action à Bruxelles. Donc c'est une action qui a d'ailleurs été récompensée par plusieurs prix au niveau européen. Vous trouverez aussi un article Keina, de... laisse ton frère travailler. Ah, attendez. Ah oui, on entend les gens parler. Vous trouverez aussi un article de Manon Legrand sur le vélo comme facteur d'émancipation pour les femmes. Donc un article assez émouvant. Voilà, je vous encourage à lire ces articles. Un article du GRAC et de ProVélo sur le vélo et la mobilité scolaire. Donc on en parlera davantage dans ce webinaire. Un article des sociologues Johan Demolly et Pierre Lannoy qui tentent de répondre à la question pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui de lâcher sa voiture. Et enfin, un dernier article, une interview du dessinateur Monsieur You, qui nous parle de sa bande dessinée, Le Tour de Belgique, donc une épopée à vélo dans plusieurs villes de Belgique. Voilà. Donc, nous, on a voulu parler du vélo dans ce dossier parce qu'on sent aujourd'hui qu'il y a un changement de paradigme. Suite aux confinements successifs, partout dans le monde, l'utilisation du vélo s'est développée. Donc, à Bruxelles, on sait que le nombre de cyclistes a augmenté de 64% en 2020. Donc, outre les enjeux écologiques, la pratique du vélo pour les jeunes et les enfants comporte beaucoup d'avantages, donc en matière de santé physique et de santé mentale. Donc aujourd'hui, on se pose la question, comment faciliter l'accès du vélo pour les enfants et pour les jeunes, donc à la fois dans le cadre de l'école, mais au niveau aussi extrascolaire et au sein de la famille, et comment on peut sécuriser davantage sa pratique. Donc aujourd'hui, on a donc deux intervenants. Donc on a Gaëlle Demailleur du GRAC, du groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens, donc qui fera un topo sur les enjeux actuels autour du vélo pour tout le monde, mais en particulier pour les jeunes, avec un focus sur le rôle des associations pour promouvoir la pratique. Et nous avons aussi Adelaide Bittebeer, donc échevine de la mobilité à Schaerbeek, qui nous présentera son action dans sa commune. Donc, tous les deux, ils vont s'exprimer pendant une demi-heure, donc un quart d'heure chacun. Et alors après, on fera donc on prendra un temps pour des questions et des réponses. Pendant les interventions, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Et donc, les intervenants essaieront d'y répondre tout à l'heure. Voilà, donc je laisse la parole à Gaëlle Demailleur du GRAC. Bonjour tout le monde, voilà, je ne vous vois pas, j'avoue c'est la première fois que je participe à un webinaire, donc on verra un petit peu comment ça se passe au niveau technique. Mais donc je me présente, je travaille au GRAC, donc comme l'a dit Juliette, l'association qui représente les cyclistes quotidiens à Bruxelles et en Wallonie, donc dans la Belgique francophone. C'est une association qui est présente et active à Bruxelles et en Wallonie depuis 1975. Et l'objectif, c'est que les déplacements à vélo soient plus sûrs et plus confortables. Donc ça, c'est pour le petit contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association. Je vais commencer
par parler de concept de ville-voiture, ville-vélo. Donc, quand on a grandi dans ce qu'on appelle, on peut appeler une ville-voiture, ce n'est pas forcément facile d'imaginer à quoi ressemblerait autre chose, comme une ville-vélo ou une ville mobilité plus active. On s'imagine que ça serait radicalement différent, plus lent peut-être, plus calme sans doute, mais en tout cas, une ville où la mobilité est plus active, elle aurait certainement un impact important sur les enfants et sur les jeunes en particulier. Quand on interroge les enfants, ils déclarent souvent préférer se déplacer à vélo qu'être transportés en voiture. Donc on peut imaginer aussi qu'ils seraient plus heureux dans un type de société comme celui-là. Un jeune qui se déplace à vélo, en termes de compétences, il aura une meilleure connaissance de son quartier. Donc ça a été démontré aussi. Il a une meilleure connaissance géographique de son quartier, de sa ville. Il relie plus facilement les lieux entre eux que s'il se fait conduire partout, ce qui est assez logique. Il sera moins dépendant de ses parents pour rentrer d'une soirée ou autre chose quand il est adolescent. On peut aussi imaginer qu'il va améliorer ses relations sociales. Donc, c'est-à-dire que quand il sort de l'école, il peut s'octroyer un temps pour discuter avec les amis sans avoir à rentrer dans la voiture du parent qui l'attend pour aller à tel autre endroit. Donc, il y a une certaine autonomie qui, effectivement, se développe. Et il a une responsabilité aussi qui s'améliore et le jeune va acquérir des capacités d'observation, de compréhension du trafic, etc. Donc, tout ça sont des facteurs d'autonomisation des jeunes qu'on perd un petit peu depuis quelques temps et surtout en termes de déplacement scolaire qui serait important de retrouver. Pour le moment, on est, en tout cas dans les associations vélo, on appelle ça la génération banquette arrière. Donc, c'est vraiment les enfants qu'on transporte qui sont toujours à l'arrière de la voiture et qui sont conduits à gauche, à droite. Et ce principe-là entraîne une spirale, ce qu'on appelle une spirale infernale. C'est-à-dire, ton fils va à l'école à vélo? Non, non, c'est trop dangereux. Avec toutes les voitures, je ne vais sûrement pas le laisser monter sur un vélo. Ah, mais qu'est-ce que tu fais alors? Ah ben, je le conduis en voiture. Et donc, on est dans un système où le serpent se mord la queue, évidemment. On a de plus en plus de voitures, donc on n'ose pas rouler à vélo. Et donc, on ne trouve pas de solution. Une issue peut-être plus dangereuse encore, c'est qu'au moment où le jeune atteint 17-18 ans, s'il veut passer son permis de conduire, eh bien, il se retrouve confronté au trafic quasiment pour la première fois. Donc, il a été piéton et il a été banquette arrière pendant toute son enfance. Et tout d'un coup, on va lui donner quelques mois, peut-être 1 an, pour se retrouver au volant d'un véhicule qui pèse 1 tonne et d'être responsable dans un trafic duquel il ne connaît finalement pas grand-chose, en tout cas duquel il n'a pas appris à décoder toutes les règles. Donc voilà, donc apprendre l'autonomie d'un jeune, c'est aussi lui donner un bagage utile pour ses apprentissages futurs. Alors, il y a une idée qui apparaît qu'on pourrait se diriger, plutôt qu'une génération banquette arrière, se diriger vers une génération vélo, qui entraînerait alors un cercle vertueux de sécurité, de plus de vélos, donc de sécurité, etc., etc., où les jeunes, d'une part, gagneraient en liberté, parce qu'ils seraient moins dépendants de leurs parents, mais les parents aussi, évidemment, gagneraient en liberté, parce que là, on est dans une génération banquette arrière pour les enfants et une génération parent-taxi pour les parents. Donc, on a une formule de win-win si on arrive à renverser un petit peu ça. La question, c'est qu'est-ce qui empêche l'émergence de cette génération vélo? Quels sont les freins à la pratique du vélo chez les enfants, chez les ados et surtout chez les parents? Parce que c'est les parents qui freinent pas mal la chose aussi. Qu'est-ce qui a pris la place de la mobilité vélo au cours des dernières décennies? Et donc, sans surprise, on doit parler d'un petit peu de la place qu'a prise la voiture dans nos sociétés. Just, I don't have to speak or something. It's like Il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Non, c'est pas grave, je continue. C'est juste pour savoir si je dois changer quelque chose dans la présentation. Mais donc voilà, donc on va parler de la voiture qui occupe pour le moment une place de choix dans le déplacement scolaire. Donc on a calculé qu'entre 7h et 9h du matin, les déplacements sont 3 fois plus nombreux lors d'un jour ouvrable scolaire que lors d'un jour ouvrable non scolaire. Donc il y a beaucoup de déplacements forcément pour conduire ses enfants à l'école. Et une grande partie de ces déplacements se fait en voiture. Ça peut monter jusqu'à 74% en Wallonie pour les élèves de l'enseignement fondamental. En secondaire, ça diminue, mais ça reste très élevé et ça reste le mode dominant, en tout cas en Wallonie. À Bruxelles, les chiffres sont un peu plus, entre guillemets, raisonnables. Alors, les inconvénients du trafic automobile, on les connaît. Je vais les rappeler. Il y en a 4 peut-être principaux. Donc, l'aspect évidemment sécurité routière.
Si on veut venir avec des chiffres, la sécurité routière en Belgique, ben, c'est 4000 victimes de la route par an. Alors, victimes, ça ne veut pas dire des morts, c'est des morts et des blessés graves. Donc, c'est quand même une grosse partie, 4000 par an, c'est pas rien. Deuxième inconvénient, c'est la pollution dont on parle pas mal pour le moment. Et le trafic automobile, on pourrait lui imputer 1000 à 2000 décès prématurés par an en Belgique, juste pour le trafic automobile. Donc après, il y a la qualité de l'air en général qui augmente évidemment ce chiffre très fort, mais le trafic automobile serait responsable de ça. Et on recense au niveau de la qualité de l'air aux abords des écoles que 60% des écoles ont un air de mauvaise qualité. 60%. Donc c'est quand même plus de la moitié, c'est beaucoup aussi. Un troisième inconvénient de la voiture, c'est que ça prend beaucoup de place. Donc même à l'arrêt, on a calculé qu'à Bruxelles, la place de stationnement, la surface extérieure publique consacrée à la voiture en stationnement, c'est plus de 3 km². C'est une superficie équivalente à Etterbeek, je pense. Et ça, c'est sans compter que les voitures sont à l'arrêt 90% du temps, plus ou moins. Et c'est sans compter non plus que depuis 10 ans, ces voitures qui prennent déjà beaucoup de place continuent de grossir d'elles-mêmes. Donc ça veut dire que l'évolution de la voiture fait qu'elle prend 1 cm tous les 2 ans et 10 kg par an. Donc on est passé de 1,68 m de large en 96. Maintenant, on est à 1,78 m de large. Donc les voitures grossissent avec le phénomène des SUV, etc. Et côté poids, en 50 ans, les véhicules ont pris 500 kg. Donc, on est aussi, évidemment, le poids qui va entraîner un problème aussi de sécurité et de pollution, parce que la voiture qui est plus lourde pollue plus. Et le dernier gros inconvénient, c'est aussi le bruit, donc, qui est abordé dans le dossier de la Ligue. Le bruit qui a des conséquences avérées sur la santé, sur le sommeil, sur les troubles de l'humeur, et donc sur la concentration des jeunes, sur la santé des jeunes. Tout ça a un effet sur la mobilité scolaire. Donc ça, c'est le petit rappel du problème voiture. On peut rajouter aussi que la voiture, ce n'est pas égalitaire non plus. Donc, tout le monde ne peut pas s'offrir une voiture. Donc, quand on parle de ma voiture, ma liberté, OK, mais il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens. Et à Bruxelles, là, on est à un chiffre de 53% des citoyens qui n'ont pas de voiture. Et 58%, ça monte à 58% pour les familles monoparentales, dont on sait qu'elles ont quand même aussi plus de difficultés que d'autres. Alors, malgré tout ça, malgré tous ces inconvénients qui sont connus, qui sont chiffrés, qui sont établis, on arrive à 6 millions de voitures automobiles individuelles en Belgique. 6 millions. Il y a une citation du porte-parole de Vias, donc l'ancien IBSR, qui disait « Dans 20 ans, si on continue à consommer l'automobile comme on le fait aujourd'hui, on se retrouvera avec 1 400 000 véhicules en plus sur nos routes. C'est tout simplement impossible. » Donc ça, c'est les paroles de Benoît Godard, porte-parole de Vias. C'est en 2018 qu'il disait ça. Donc voilà. Alors avant d'aller plus loin, je vais juste essayer d'empêcher de ne pas rentrer dans un clivage. Donc on sait tous très bien qu'on ne se limite pas à un seul type de mode. Donc quand je sors de ma voiture, je deviens piéton. Quand je roule à vélo, ben souvent j'ai mon permis de conduire en poche parce que de temps en temps je roule en voiture, etc. etc. La mobilité, donc, on est tous d'accord, elle est multiple. Mais chaque mode a des besoins différents. Et donc, il ne s'agit pas de ranger chacun dans une seule catégorie d'usagers, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quels sont les besoins de chaque catégorie. Donc, on va parler de besoins. Et le premier besoin, la première demande d'un usager dit vulnérable, c'est-à-dire un piéton, un cycliste, un trottinettiste, elle est assez simple. Son premier besoin, c'est de ne pas risquer sa vie à chaque trajet. Donc, c'est vraiment l'aspect sécurité. Je veux faire des trajets de façon sûre. Quand on parle de mobilité scolaire, eh ben ça répond, ça corrobore cette idée-là. Mon enfant, pour qu'il aille à vélo à l'école, il faut que ce soit sûr. Il faut que je sois sûr qu'il arrive entier à destination. Donc ça, c'est assez normal. La première demande des usagers automobiles, ben, ça ne mentionne pas la sécurité, ça ne mentionne pas ce problème-là, parce que l'insécurité routière, pour un usager automobile, elle ne se trouve pas tant dans des problèmes d'infrastructure ou de code de la route, que dans un aspect plutôt comportemental de certains. Donc on est dans des excès de vitesse, dans l'ivresse au volant, dans les GSM au volant, etc. Donc
tout ça crée de l'insécurité, mais c'est un problème plus individuel, plus comportemental. Donc la première demande de l'automobiliste, en général, c'est quoi? Trouver une place de stationnement rapidement, ne pas être limité dans ma vitesse, être moins bloqué dans les embouteillages, etc. Donc on est sur des besoins différents, radicalement différents. Et même si moi, je vais me considérer comme un automobiliste, je vais me ranger dans cette catégorie-là, je dois comprendre que le besoin, d'une part, de se déplacer est un besoin élémentaire, qui, quand on fait société, doit prévaloir sur d'autres considérations. Donc, se déplacer en sécurité, c'est un besoin élémentaire. Et cette sécurité-là, elle va passer par deux choses principales, qui sont d'une part le code de la route, d'autre part les infrastructures. Les aménagements du code de la route vont permettre d'améliorer la sécurité des usagers plus vulnérables. Donc, quand on limite la vitesse, par exemple, quand on augmente la distance latérale de dépassement, donc pour dépasser un vélo maintenant, on est passé à 1,50 m hors agglomération, donc ça augmente la sécurité, le sentiment, la sécurité et le sentiment de sécurité pour le cycliste, si toutefois c'est respecté. Et alors aussi, petit rappel, c'est que ce code de la route, il est apparu principalement pour régler la circulation automobile. Donc ça a été centré sur les besoins des automobilistes, et donc c'est normal, entre guillemets, qu'on doive refaire des ajustements pour prendre en considération d'autres usagers qui sont de plus en plus nombreux. Donc ça, c'est la première chose qui va améliorer la sécurité, c'est ces aménagements du code de la route. La deuxième, c'est l'infrastructure. Alors l'infrastructure, ça prend de la place sur la voie publique. Donc, il n'y a pas de secret. On a une distance de façade à façade, on ne sait pas élargir ça. Et donc, souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va prendre de la place à la voiture. Pas pour embêter, mais parce qu'en fait, dans les faits, c'est elle qui a été le mieux servie jusqu'à présent. Donc, c'est elle qui dispose du plus de place sur la voie publique. Et à un moment, ben voilà, on ne sait pas faire autrement que de prendre de la place là où il y en a pour rééquilibrer un petit peu les choses. Et enfin, pour remettre un petit peu les choses par rapport aux besoins dont je parlais, de sécurité, de la place des usagers plus actifs, aucune des mesures qui favorisent l'usage du vélo, donc que ce soit une meilleure infrastructure ou un code de la route plus adapté pour les vélos, aucune de ces mesures ne met en péril la sécurité des personnes qui se déplacent en voiture. Donc, on améliore la sécurité des uns, mais on ne diminue pas la sécurité des autres. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et ça rend donc les trajets plus sûrs vers les établissements scolaires. Donc voilà. Donc, au GRAC, on essaye de ne pas rentrer dans le raisonnement de qui roule en voiture, qui a de bonnes raisons, oui mais moi j'habite loin, oui mais moi je dois transporter des choses lourdes, etc. La question pour nous, elle est d'un ordre plus collectif. Qu'est-ce que nous faisons collectivement pour résoudre le problème, pour renverser la tendance et pour rééquilibrer les choses en termes de déplacement? Qu'est-ce qu'on fait pour, ici dans le cadre de ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'on fait pour rendre aux jeunes la possibilité d'être autonomes dans leur déplacement? Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Mais qu'au moins ceux qui veulent être plus autonomes puissent le faire en sécurité. Au niveau de chiffres aussi, en 1971, on avait 80% des enfants de 7 à 8 ans qui se rendent à l'école tout seuls. En 2009, ils ne sont plus que 11%. Alors, il y a des phénomènes forcément de sécurité qui sont extérieurs à ceux de la sécurité routière. Donc, on a eu évidemment l'épisode, le drame, le traumatisme, par exemple, de Julie et Mélissa, qui a fortement changé la perception des parents. Mais on a aussi d'autres choses, comme l'insécurité routière, qui reste pointée du doigt par 52% des parents. Donc, on pourrait quand même un petit peu renverser ces choses-là. Donc, voilà. Donc, au GRAC, nous, on milite pour que l'espace public soit mieux répartis et répondent au principe STOP. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le rappeler rapidement. STOP, c'est les initiales de donc STOP, Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer et Privéwagen. C'est-à-dire qu'on va renverser la pyramide des aménagements et de dire les premiers qu'on doit servir, à qui on doit offrir de la sécurité, c'est Stappen, ce sont ceux qui marchent. Ensuite, les Trappen, c'est ceux qui les trottinettes, les vélos. Ensuite, Openbaar Vervoer, les transports en commun. Et en dernier, s'il reste de la place, on met de la place pour les voitures, on met de la place de stationnement, etc. S'il reste de la place.
Et pour le moment, on fait évidemment exactement l'inverse. D'abord, tout pour la voiture, les places de stationnement, etc. Et puis, bon, surtout, ça se voit très, très fort dans certaines communes wallonnes. Il n'y a plus de place pour un trottoir, par exemple. Donc voilà, on est aussi convaincu que le processus doit commencer dans les écoles et on voudrait intégrer l'apprentissage du vélo dans le cursus scolaire. Donc les enfants, ils apprennent à nager, ils devraient apprendre aussi à rouler à vélo. Voilà. Alors, ça, c'est le travail de notre association à nous. Donc, on est une association, après, on est une association de membres. On est 17 000 membres en Belgique francophone. Il y a beaucoup de bénévoles et forcément beaucoup de parents. Et donc, les questions de mobilité scolaire reviennent souvent. Et donc, il y a aussi beaucoup d'initiatives qui voient le jour par nos groupes locaux pour essayer d'amorcer ce cercle vertueux. Donc, on a de la sensibilisation, de la formation et de l'interpellation politique. Il y a quelques exemples que je vais donner rapidement. Oui, voilà, c'est encore 2 minutes et puis après, 2 minutes, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Donc, on a des associations des groupes locaux qui donnent des formations pour rouler à vélo avec son enfant. On a des groupes locaux qui proposent des défis cyclistes dans les écoles pour leur donner le goût du vélo. On a des groupes locaux qui participent avec les autorités pour essayer de voir quelles sont les écoles prioritaires qui devraient bénéficier de meilleures infrastructures, etc. Donc ça, c'est ce que nous, on fait. Le bémol, c'est que c'est souvent des événements ponctuels. On n'est pas toujours sur du très long terme parce que les bénévoles n'ont pas les épaules suffisantes pour ça. Maintenant, il y a d'autres associations qui participent à cette dynamique de cercle vertueux. Et là, je vais parler donc rapidement aussi de ProVélo, mais je pense qu'il y a certaines personnes de ProVélo qui sont présentes aujourd'hui, qui pourront peut-être dans les questions-réponses donner quelques éléments. Mais ProVélo propose le brevet du cycliste. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement dans les écoles. C'est suivi de Bike to School. C'est aussi un accompagnement dans les écoles qui permet aussi de donner les compétences aux enfants et le plaisir du vélo. Il y a aussi le construire son rêve, son réseau des écoliers à vélo, donc établir un réseau d'itinéraires conseillés pour se rendre à vélo à l'école. Donc voilà, ce sont des initiatives importantes parce que la perception des jeunes change aussi souvent après avoir testé le vélo. Donc il y a ce côté-là de déclic qui peut arriver. Il y a d'autres associations qui ne parlent pas directement du vélo, mais qui se préoccupent aussi, sécurité routière, qualité de l'air, mobilité aux abords des écoles. Donc il y a d'autres associations et tout ce travail-là permet d'essayer de franchir ce cap. Et pour clôturer, simplement dire qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Donc à l'étranger, il y a les mêmes réflexions qui sont en cours. On est face aux mêmes enjeux. On a les mêmes problèmes de décennies de politiques menées exclusivement pour le déplacement le moins efficace, en fait, collectivement. Et donc, petit exemple, en France, ils viennent de débloquer 62 millions d'euros pour un plan qui s'appelle Génération Vélo. Et Génération Vélo, c'est destiné aux 6 à 11 ans. L'objectif, c'est de mettre 800 000 élèves sur le chemin de l'autonomie, donc toute une génération complète sur le chemin de l'autonomie, et ça complète le plan qui existait de savoir rouler à vélo. Donc, il y a savoir pédaler, mais aussi savoir comprendre comment fonctionne comment on circule dans le trafic, etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais céder la parole et je reste évidemment disponible pour les questions d'ordre peut-être plus précise par rapport aux actions du GRAC en tout cas. Merci beaucoup. Merci Gaëlle. Donc nous allons maintenant donner la parole à Adelaide Bittebier, donc échevine de la mobilité à Schaerbeek, qui va nous parler de son action dans sa commune. Voilà. Bonjour tout le monde. Si tout va bien, je pense qu'on va avoir quelques photos maintenant. Est-ce que ça se voit? Moi, j'ai toujours... Alors, pour l'instant, non. C'est notre collègue Eric qui doit lancer. Oui. Ah, voilà, et de temps parfait. en temps, vous allez m'entendre dire « ya ». Alors, c'est le moment où Eric va m'aider à montrer le prochain slide. Donc, voilà, vous voyez ici. Parfait. Je suis échevine en mobilité, mais aussi dans les domaines néerlandophones, entre autres de l'enseignement. Ya. Alors, ya, voilà, merci Eric. Schaerbeek, c'est une commune, une des 19 communes bruxelloises, 131 habitants le nord-est de Bruxelles, et certaines appellent notre commune Schaerbeek au lieu de Schaerbeek. Maintenant, mon propre
rêve, c'est que le Carbeek de Schaerbeek, on fait allusion pas aux automobiles, mais aux cargo bikes. Parce que je suis d'ailleurs convaincue que les prochains responsables politiques et pourquoi pas les responsables politiques d'aujourd'hui seront interpellés surtout sur la politique pour les deux roues, la vitesse qui peut être très différente entre deux roues et comment résoudre ce problème. Je dirais entre une bicyclette électrique, e-bike, un step, un vélo pour un enfant de 9 ans et tout cela sera sur la table. Mais aujourd'hui, c'est encore surtout les 4 roues qui nous préoccupent. Mais il y a quand même des étincelles. Il y a d'ailleurs la fête des étincelles le 3 décembre ici à Schaerbeek, mais je vais essayer dans ma présentation de vous montrer quelques étincelles dans le domaine de la mobilité. Yeah. Donc, c'est un aménagement très récent. C'est une des 62 abords-écoles. Mais donc, ça montre que depuis des années, à Schaerbeek, il y a une politique de sécuriser les abords-écoles. D'ailleurs, le principe STOP dont parlait Gaël est pour la deuxième fois dans notre accord de majorité. Pour ceux qui ne suivent pas trop les politiques locaux, donc la majorité ou les majorités partout en Belgique d'ailleurs, d'aujourd'hui se font d'une période 2018-2024 et donc l'ancienne majorité ou l'ancien accord de majorité était de 2012 à 2018. Donc il y a quand même déjà presque 10 ans que ce principe STOP est dans notre accord où on dit les piétons d'abord. Ce qui est nouveau ici, c'est que ça devient plus d'une meilleure qualité. Donc, on en a une 60aine, mais à partir de maintenant, il y a cette année 2021, on commence à colorer les passages piétons. Yeah. Vous voyez... oui, c'est la bonne direction. Vous voyez aussi que donc on double le trottoir, comparé par exemple où vous voyez la voiture stationnée en bleu et puis à droite vous avez pas encore la verdurisation, mais donc juste devant la voiture bleue vous voyez la terre brun où on va planter des arbres et des arbustes. Et de toute façon, le trottoir est doublé, effectivement, aux frais des places de stationnement. Quand j'y allais, vous voyez d'ailleurs mon propre vélo juste ici, donc sur la photo aussi, mais il y avait un voisin qui voyait les travaux, qui disait « Oui, encore des places de stationnement en moins, bien sûr, on pense places de stationnement des voitures en moins. » Alors, moi, je dis que c'était pour une école et ça passait beaucoup mieux. Donc, je pense que c'est aussi un levier pour chaque responsable local. Si on prend comme focus les écoles, on a aussi bien enfants, parents, familles, voisins. Donc, on a un public très diversifié parce que tout le monde ou va à l'école ou a un lien avec des enfants qui vont à l'école et c'est mieux accepté de faire des aménagements dans ce contexte-là. C'est la raison pour laquelle moi aussi, comme je filme la mobilité, j'en fais un point prioritaire. Troisièmement, vous voyez ici, donc c'est le même endroit, vous voyez donc le passage piéton en couleur, vous voyez le trottoir doublé et vous voyez aussi ce qu'on appelle un plateau. Voilà, donc c'est pour bien sûr freiner la vitesse. Alors, il n'y a pas seulement l'abord-école, il y a aussi le trajet. Donc, on a de la chance. Donc, la prochaine photo va vous montrer qu'on a des enfants qui se déplacent à vélo et on a de la chance qu'à Bruxelles, chaque école
doit donc fournir un plan de développement scolaire tous les 3 ans. On nous a expliqué, et de mémoire, je pense que c'était Brulocalis, donc le plateforme des communes de Schaerbeek, qui soutient des initiatives en mobilité, que donc les plans de développement scolaire qui ne sont pas fournis au niveau local. Hein. Donc, moi, je m'y intéresse. Ça veut dire qu'en tant qu'échelle du niveau local, je dois m'en informer auprès de la région ou auprès des écoles eux-mêmes. Mais donc, les écoles peuvent être soutenues pour développer un tel plan. Ce n'est pas toujours un plan qui prévoit, bien sûr, le déplacement à vélo. C'est souvent et certainement le plus important pour l'école primaire, le déplacement pour les enfants à pied. Mais donc, je vais quand même vous montrer ce que nous, on a fait d'abord pour les vélos, parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est la même rue, mais donc tout à l'heure, c'était en rouge parce qu'il y avait une rue donc avec des voitures qui venaient de droite, donc il fallait faire remarquer la piste cyclable aux chauffeurs. Mais ici, vous voyez que de Fietsrij, donc Fietsrij, on a de voetgangersrij et Fietsrij, donc ce sont les vélos qui font la navette. Ils sont bien, les enfants que vous voyez à droite sont bien accompagnés par des parents et un gardien de la paix et des bénévoles. Et vous voyez donc 2 vélos qui sont sur la rue en asphalte, oui. C'est un aménagement à côté du parc Josaphat, pour ceux qui connaissent Bruxelles un peu, un des plus grands parcs. Et donc, la rue s'appelle la rue Azalée. Ça a fait beaucoup de débats parce que, vous voyez, il y a la photo suivante que nous avons choisi quand même pour un sens unique pour les voitures. Et il y a encore une autre photo du même endroit. Oui. La prochaine photo, vous voyez là quel est vraiment l'impact pour ceux qui ont l'habitude de se déplacer en voiture. Ils n'ont plus toute leur place, comme disait Gaëlle, il faut partager l'espace public. Alors ça, c'est ce que nous, on peut faire en infrastructure aux abords écoles et pour le trajet. Maintenant, je vais vous montrer, il y a une photo, quelques photos quand même, comme quoi c'est important l'éducation. Ici, vous voyez le moment suprême des enfants quand elles et ils reçoivent leur brevet cycliste. Mais vous voyez que c'est aussi des lacets jaunes et ça, c'est pour les petits piétons. Quelques photos d'ambiance encore. C'est le même événement et encore... Voilà, et encore, voilà. Ici, vous voyez qu'à cette occasion-là, les écoles aussi sont motivées de travailler sur le sujet, et la même image, mais maintenant plutôt en focus, c'est ici l'école 17, l'école francophone communale, qui passe le message au bourgmestre, aux membres du collège, Ischfin, Ischfin. Vous me voyez d'ailleurs là à gauche. Et donc, l'image, c'est à gauche un avant et à droite un après. Donc, le soleil brille beaucoup plus quand on a fait des aménagements comme demandé par les enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore possible de faire et je vais vous montrer la prochaine photo, une pédibus. C'est peut-être pas si facile à voir, mais il y a de nouveau une lacette, mais donc qui est les tout petits enfants prennent cette corde pour se déplacer ensemble sur le trottoir en sécurité. Voilà, Eric l'a bien vu, merci. Qu'est-ce qu'on a fait là? Prochaine photo. On a lancé une période test de 3 mois pour une rue scolaire. Parce que bien sûr, l'école est sécurisée au mieux si à l'heure d'entrée, quand il y a beaucoup d'enfants, il n'y a pas de voitures qui circulent. Faites attention, il y a des voitures
dans la rue, qui sont stationnés. Les voisins peuvent toujours rentrer dans une rue scolaire entre, par exemple, 8h30 et 9h pour se rendre à leur garage. Donc, il faut toujours respecter toutes les règles en tant que cycliste ou piéton. Mais vous voyez, c'est quand même cycliste et piéton d'abord. Et on avait là l'aide, il y a des tout petits enfants, pas tout petits enfants, vous allez voir, prochaine photo, un journaliste qui a fait un reportage, donc 2 enfants du 5e et 6e, et comment il y a indiqué une telle rue scolaire. Vous allez voir à la prochaine photo, voilà, uitgezonderd fietsen, except vélo, schoolstraat, rue scolaire. Je dois être honnête que j'étais enthousiaste pour en avoir des dizaines de rues scolaires, donc une rue fermée pendant une demi-heure le matin, au moins éventuellement l'après-midi, mais on a réussi d'en avoir 4, dont plus une test où on a tout simplement changé l'infrastructure, donc il fallait plus de rue scolaire, donc c'est aussi une réussite. Et une 6e, cette rue ici, en test, mais qui, à cause du Covid, a été abrogée, je pense, oui. Et donc, on va le refaire parce que l'école est très motivée. Je peux vous parler des rues scolaires tout à l'heure, je pense, quand on va faire le tour des questions. Prochaine photo, c'est, comme disait Gaël, le monde associatif, les bureaux spécialisés pour encadrer les pouvoirs locaux sont ici à Schaerbeek. Bienvenue, on cherche toujours des subsides aussi auprès de la région et même au niveau européen pour pouvoir rémunérer le travail des bénévoles, le travail des associations. Ici, on était aidé par, entre autres, BRAL, Brusselse Raad Leefmilieu, pour rendre cette rue qui était en test les premiers jours pour qu'il soit festif et que tout le monde comprend ce qui est en train de se passer. J'en ai encore 2 photos. Une qui, donc je reviens au début où on a parlé des brevets cyclistes. Vous voyez ici à gauche les enfants qui ont obtenu leur brevet, c'est avec l'aide aussi de ProVélo que nous on paye, c'est avec l'aide de la police locale et c'est vraiment un exercice dans la rue après avoir fait des tests bien sûr en toute sécurité à l'école même. Mais donc les brevettistes cyclistes sont applaudis par ceux qui, c'est l'hôtel communal d'ailleurs à votre droite, et aussi les piétons qui ont reçu leur lacette, c'est ça, lacette jaune. Et le rêve, bien sûr, c'est que pour tous les jours, la dernière photo, on aurait dans notre Schaerbeek, on aurait Eric, la toute dernière photo, voilà, tous les jours, nos rues envahies par les enfants qui se rendent à pied ou à vélo à leurs écoles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ces 2 interventions très intéressantes. Donc, une première question qui a été posée dans le chat, c'était une question, c'était est-ce que, où est-ce qu'on est l'apprentissage du vélo dans le cursus scolaire? Est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il va devenir obligatoire? Et est-ce que beaucoup d'écoles, en tout cas, apprennent le vélo aux enfants? C'est peut-être une question pour moi, même si, pardon, même si la réponse, je ne l'ai pas très précisément, c'est-à-dire que c'est une demande que les associations de cyclistes font vraiment parce qu'on pense que c'est important pour l'apprentissage de plus de choses. Je ne disais pas simplement rouler à vélo. Maintenant, je n'ai pas d'infos sur si c'est déjà dans les plans du gouvernement ou de quelque chose. Donc, je pense malheureusement qu'on en est encore fort loin, et c'est pour ça que nous, on continue à le répéter dans nos mémorandums et dans nos rapports avec les autorités.
Mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup plus d'infos que ça. Oui, je crois que en tout cas, la ministre Van de Brandt me disait que Caroline Désir, en tout cas, était plutôt intéressée, donc sans doute que ça va bouger quand même. Mais oui, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas exactement quelles compétences, je ne suis pas sûr que la ministre Van den Brandt ait le pouvoir de faire ça simplement. Donc, on est dans quelque chose de l'enseignement ah oui, oui. francophone, l'enseignement néerlandophone, donc il faut un petit peu voir dans tout ce micmac-là, où est-ce que jusqu'où le message devra parvenir pour enfin arriver à des résultats. Adelaide, est-ce que vous voulez répondre? Moi, je pense bien que ça fait partie de ce qu'on appelle les eindtermen. Donc, ce qu'on doit avoir vers la fin, donc quand on a 12 ans. Mais j'hésite si c'est obligatoire ou si c'est comme un multiple choice, donc que certaines brevets, comme la natation, comme le cyclisme, il faut les avoir. Donc, je dis oui, mais avec quand même une petite question, je ne suis pas absolument sûre. Mais je pense que de toute façon, le niveau local doit être prêt si jamais ça devient obligatoire, que nous, on est là pour le rendre possible et faire notre part. On a une autre question. Madame Ittebir, est-ce que vous pouvez fournir les chiffres quant à l'impact des actions entreprises sur le nombre d'élèves se rendant à pied ou à vélo à l'école? Est-ce que dans votre commune, en tout cas, vous avez vu une évolution? Oui, je n'ai pas les chiffres exacts. Moi, je dirais des dizaines d'écoles certainement participent. Hein. Vous avez vu sur la photo. Maintenant, je peux certainement, c'est un peu gênant pour mon responsable ici, mon civil servant, mon fonctionnaire en mobilité, que je ne peux pas vous fournir tout de suite les chiffres, mais quand même certainement des dizaines d'écoles. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que dans notre budget, avec ProVélo, on prévoit 6 500 € pour payer donc l'accompagnement de ProVélo, qui accompagne donc les enfants pour faire donc tous les exercices et finalement que ça puisse aboutir à un brevet. Ça veut donc aussi dire qu'on a quand même une dynamique où les écoles, directeurs, professeurs vont aller chercher des vélos pour que tout le monde puisse quand même en avoir une. Donc, dès qu'on commence avec cela, il y a beaucoup d'éléments qui viennent avec. Et au niveau régional, le soutien pour pouvoir le faire est en train de changer. Donc, les écoles pouvaient toujours aller chercher eux-mêmes aussi des subsides, par exemple pour des vélos, par exemple pour des actions spécifiques. Maintenant, la région va donner plutôt de l'aide en, comment je dirais, une aide tout de suite éducative, parce qu'ils se sont rendus compte que pour les directeurs des écoles ou pour les associations des parents ou autres, c'était trop de travail administratif qui freinait l'enthousiasme. Et donc, ce volet administratif va tomber. Ils vont tout de suite pouvoir se faire connaître comme être intéressés d'organiser une telle journée. Et la région va pouvoir faciliter cela. Seulement la semaine de la mobilité, donc ça c'est mi-septembre, hein, avec la journée sans voiture européenne le 22 septembre. Cette semaine-là, pour cette semaine-là, les écoles vont quand même pouvoir demander des subsides spécifiques pour des activités. Okay. Et là, on a aussi une question plus généraliste. Pour vous deux, comment changer la mentalité très voiture de la plupart des personnes? C'est une vaste question. Quels sont les leviers? Alors, Gaëlle. Oui, c'est un petit peu ce que j'abordais à la fin de ma présentation, c'est que
effectivement, on est dans un problème de mentalité, de croyance. En fait, on fonctionne avec des croyances, on fonctionne tous avec des croyances. Elles peuvent être vraies ou pas vraies, mais on fonctionne avec tous des croyances. Par exemple, j'ai besoin d'avoir un meilleur salaire pour être plus heureux. Ça, c'est un type de croyance. C'est vrai ou c'est pas vrai, c'est la question. En termes de mobilité, il y a le vélo, c'est pas fait pour la Belgique. La Belgique, le vélo, ça fonctionne pas. C'est aussi une croyance. L'important, c'est de décoder qu'est-ce qu'on a comme croyance dans sa tête et arriver à les confronter à des faits. Donc, par exemple, si je croise un cycliste dans une montée à Bruxelles, ça va en fait, psychologiquement, ça va conforter mon idée que le vélo, c'est pas fait pour la Belgique, c'est pas fait pour Bruxelles, ça monte trop. Par contre, quand je suis sur l'autoroute en voiture et que je vois un accident sur la route, je ne dis jamais la voiture, c'est pas fait pour la Belgique, ça fonctionne pas. Et donc, on a un système de croyance qu'il faut effectivement arriver à déconnecter, ce qui n'est pas simple parce que c'est du ressort vraiment de l'individu. Ce qui peut fonctionner selon nous, c'est vraiment l'expérience, donc offrir aux personnes la possibilité de, et puis aussi essayer de déconstruire point par point quels sont les freins. Souvent, on se rend compte que les irréductibles, ils ont tellement de freins que finalement, ça tourne en boucle. Et donc, une fois qu'on a démonté tous les points, hop, ils reviennent avec le premier auquel on a déjà répondu. Donc là, on a un souci. Par contre, il y a tout ce qu'on appelle un intermédiaire, j'allais dire un ventre mou, mais ce n'est pas très sympa pour ces personnes-là. Il y a tout un intermédiaire qu'il est possible de convaincre. Et il y a beaucoup de personnes, c'est ce que je disais aussi dans la présentation, beaucoup de personnes qui ont envie, en fait. On leur demande, ils disent, moi, je voudrais bien, mais j'ai peur. Et donc là-dessus, on a des leviers, et qui sont des leviers là qui ne sont pas d'ordre psychologique, mais d'ordre vraiment modifier un petit peu la perception et la sécurité sur nos routes. Adelaide ? Bah oui, l'être humain, je pense que nous, on aime tous le confort et moins de stress. Et je suis convaincue que c'est sur cela qu'on peut jouer. Certainement, dans un contexte urbain, on a beaucoup de leviers et ça me fait penser à ce que disait une maman autour de la place Litz. Donc, si vous le connaissez, on est toujours dans les embouteillages en tant que chauffeur. Elle se plaignait parce que pour rendre son enfant à l'école de Buurt, donc rue Verte, côté Gare du Nord, en venant de l'autre côté de la place Litz, elle faisait 15 ou 20 minutes. Maintenant, à pied, on fait moins que 10 minutes. Mais ça, je n'ai pas dit, donc j'ai laissé parler la dame, comme finalement, oui, je ne dis pas qu'elle a changé ses habitudes, mais je pense que ce que nous, on peut faire, c'est effectivement rendre plus facile, confortable les modes de déplacement comme on trouve bien pour la société, bien pour la qualité d'air et bien même pour la santé des personnes concernées. Mon rêve, c'est à Schaerbeek ne pas seulement avoir un plan trottoir, ce qu'on a, et on fait des grands investissements pour la qualité des trottoirs, mais je dois avouer, à part du plan vélo, BiPAD qu'on a, on n'a pas encore un plan piéton. Et ça voudrait dire, par exemple, effectivement, autour de la place Litz, qu'il y a des flèches qui disent place Litz, Gare du Nord, à pied, 6 minutes. Et on surestime toujours le temps qu'il faut pour aller de point A à B à pied à Bruxelles. Franchement, c'est une petite ville de toute façon. Et voilà, je me rends compte que ce défi est plus difficile pour, probablement il y a dans l'audience des personnes qui ne sont pas dans un contexte urbain. Ma famille habite Gullegem, côté Courtrai. Quand là, je pense, si je devrais être échevine ici, ce serait beaucoup plus difficile parce que le côté urbain, on a beaucoup de leviers pour dire va à pied, prenez le vélo. Mais quand c'est moins urbain, je peux m'imaginer que c'est beaucoup plus difficile de faire sortir les parents de leur voiture. Là, on a une question très concrète. Une professeure d'éducation physique qui dit se retrouver souvent seule à encadrer lorsqu'elle encadre une classe entière. Est-ce que
comment faire pour avoir des accompagnants lors des sorties vélo? Est-ce qu'il faut contacter les associations? Est-ce qu'au niveau de la direction, c'est possible d'avoir du personnel pour accompagner lors des sorties à vélo? Je commence? Mmh. Oui. De ce que moi je vais pouvoir répondre, c'est qu'effectivement au niveau des associations, enfin en fait ça rejoint un petit peu la question précédente, comment est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. En fait le changement doit arriver par plusieurs endroits, le niveau politique, le niveau citoyen, les parents, mais aussi le niveau interne de l'école. Et on constate, nous, quand on fait des actions dans les écoles, que souvent c'est porté sur les seules épaules de 1 ou 2 professeurs motivés, plus des bénévoles, donc c'est certains parents motivés de l'école ou même pas, des bénévoles du GRAC qui n'ont pas d'enfants dans l'école, mais qui veulent, pour la collectivité, mener ces actions-là. Donc, effectivement, il y a plusieurs acteurs à interpeller et les associations peuvent faire ce genre d'accompagnement, si la demande se fait, et si les bénévoles ont le temps, les ressources, etc., pour accompagner, ça peut se trouver en tout cas chez nos bénévoles. Maintenant, il y a aussi des associations, et j'en parlais tantôt, mais ProVélo est vraiment une association qui permet d'accompagner la mobilité scolaire dans les écoles sur un petit peu plus long terme, donc avec des encadrements d'élèves, de professeurs et tout ça pour essayer d'avancer là-dedans. Donc je vois que dans le chat, il y a des personnes de ProVélo qui interviennent et effectivement, donc là, ça fait partie des options aussi. Voilà. Et maintenant, au niveau enseignement politique, je ne sais pas s'il est possible d'engager plus de personnes pour accompagner dans les rangs scolaires, etc. Maintenant, fonctionner avec les parents d'école aussi, en communiquant avec les parents de la même école, on peut aussi trouver des bénévoles, des parents qui sont disponibles à ce moment-là et qui disent, bon, ben, en fait, moi, je fais partie d'aucune association, mais à titre individuel, je veux bien vous encadrer. Et ça s'est fait récemment. Il y a des élèves de je ne sais plus quelle commune, je pense que c'est en Wallonie, qui se rendent maintenant à la piscine en trottinette parce que le bus est trop cher. Donc, leur piscine a fermé, ils doivent aller à une autre piscine. Ça leur prend 30 minutes ou 20 minutes de trottinette. Donc, ça demande quelque chose. Et là, effectivement, c'est de nouveau un prof d'éducation physique qui dit le bus est trop cher, on y va en trottinette. Et voilà, c'est une autre aventure, évidemment. Je pense aussi qu'il faut effectivement, quand on se sent très seul pour faire bouger ou pour démarrer, qu'il faut prendre des choses très spécifiques. Et donc, oui, parce que c'est vrai, ici, on peut vous parler de tout un cadre et de réseau et de financement, mais au début, il faut vraiment qu'il y a pas la seule personne, mais au moins quelques personnes qui prennent le goût. Et donc, une occasion comme « Ah oui, le bus est trop cher » peut certainement être une bonne occasion. Peut-être aussi des jours spécifiques où des autres organisent déjà quelque chose, comme la semaine de la mobilité, ou ça c'est septembre, ou en novembre. À Bruxelles, il y a Be Bright, Use a Light. Et donc là, plusieurs communes ont un point de rencontre le matin entre 7h30 et 8h30. Il fait encore noir et distribue des fluos. Et il y a le GRAC qui est présent, il y a la police locale, il y a souvent aussi des politiciens locaux ou autres associations. Et moi, j'ai déjà vu que, par exemple, pour les écoles que je ne connais pas, pour les brevets cyclistes, mais qui arrivent quand même, parce que il y a des petits chocolats, il y a un petit pain, c'est gai. Et il y a par exemple un professeur de sport avec 5 enfants qui avaient envie de chercher leur fluo ou leur petite lumière. Et je pense que c'est comme ça, comme un boule de neige que j'espère pour la personne que ça puisse démarrer. Oui, on a une question intéressante sur le fait c'est vrai qu'on est centré sur les enfants en primaire, mais les ados, est-ce qu'il y a de plus en plus d'ados qui prennent leur vélo? Nous, on a élargi la convention avec ProVélo justement pour pouvoir atteindre donc, et avoir des cours avec donc, les plus 12 ans, mais on est tout au début. Donc, effectivement, et peut-être ce sera une très bonne discussion de discuter sur les steps, parce que ce sont les 2 roues, et comme je disais dans ma présentation, les 2 roues, ce sera le débat futur entre 2 roues.
cargo bike, step, vélo classique, e-bike, enfant. Et donc, moi, je dis c'est une bonne chose que beaucoup de jeunes sont intéressés par step, donc les trottinettes. Mais même à la maison, j'ai une discussion avec mon mari qui dit « Oh non, ça c'est terrible, c'est une peste, c'est trop dangereux, etc. » Et donc voilà, c'est un bon débat. Moi, je pense quelqu'un qui a, qui a 14 ans, qui adore les steps, ça, sera aussi conscient des risques de sécurité routière. Et voilà, mais peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres qui sont intéressés aussi d'intervenir là-dessus. Gaël, est-ce que tu veux… Ben, simplement dire que oui, forcément, le public plus adolescent est évidemment très, très important aussi. Je pense qu'il y a l'idée si on commence en primaire, on a plus de chances que ces élèves-là attrapent des bonnes habitudes. Maintenant, il ne faut pas négliger aussi dans le public secondaire, c'est l'aspect un petit peu environnemental qui prend pas mal le pas chez les jeunes, donc une espèce de conscience aussi que c'est pas mal de changer les habitudes. Et donc, ça se retrouve dans certaines écoles. Donc, il y a des initiatives dans certaines écoles qui sont mises en place par des adolescents. Et moi, je me posais la question, est-ce qu'il y a beaucoup de rangs scolaires? À Schaerbeek, on en a 6 rangs scolaires. Oui, mais comme ça dépend très fort des bénévoles, des parents, il faut vraiment bien… on peut faire des choses au niveau comme responsable local, hein, mais la motivation, l'énergie, le temps, c'est toujours les bénévoles même. Donc récemment, on avait… on a dû bien peser les mots. On avait un accompagnement des rangs op vrijwillige basis of als vrijwilliger. Donc, je m'engage comme bénévole ou je suis une bénévole. Et ça, c'était la différence d'être assuré, oui ou non. Donc, on vient d'une situation où, bien sûr, il y a toujours des assurances familiales et autres, mais pas une assurance spécifique comme accompagneur d'un rang vélo. Et on passe de plus en plus, on est au début aussi, mais donc on vient d'ailleurs de décider hier que des bénévoles qui accompagnent soient donc aussi assurés, mais donc ils doivent fournir des dossiers, remplir des papiers, et donc ça, les bénévoles détestent aussi souvent. Mais donc voilà, et on prévoit aussi des moments de remerciement pour ce qu'ils font. Mais la même problématique se pose pour l'accompagnement des rues scolaires, parce que là aussi, vous avez vu sur la photo le nadar qui dit rue scolaire, ben, il y a un nadar à côté, donc sur le trottoir, et une demi-heure par jour, des bénévoles prennent le nadar, y mettent, disent au chauffeur, non, non, vous voyez quand même le panneau, vous ne pouvez pas passer. Donc, c'est pas si facile qu'on aurait aimé. On a aussi une question par rapport à l'enseignement spécialisé. Quelles alternatives sont proposées donc, pour les parents de ces élèves? Très bonne question. Le cargo bike, hein. Oui. On peut s'imaginer, il y a toute une discussion en communauté flamande que les enfants avec un handicap qui sont même parfois pendant 2 heures dans le bus le matin. Donc là, je deviens un peu plus discrète parce que je pense que ce n'est pas du tout évident de donner des leçons quand on est dans une situation pareille. Oui, moi je vais un petit peu aller dans ce sens-là aussi, sans aborder de réponses très très concrètes, mais effectivement, quand on parle de principe stop, où on renverse un petit peu la pyramide des mobilités, ben forcément les premières personnes servies, entre guillemets, sont les piétons, peuvent être aussi des personnes porteuses de handicap, et rappeler aussi que le principe de tout ça, c'est pas de supprimer purement et simplement la voiture. Donc, ça veut dire que dès le moment où la situation, le transport en voiture
ça s'avère être la seule chose possible. Dans une ville qui est conçue davantage pour le vélo, en fait, il y a moins de voitures, donc il y a plus de place pour les voitures qui en ont vraiment besoin. Et une dernière chose aussi, c'est qu'il y a certains vélos, comme disait Madame Bittebier, qui sont plus adaptés au transport de personnes de façon un petit peu différente. Donc on a les cargo bikes, il y a aussi des vélos très très originaux qui ont lieu pour le moment un petit peu malheureusement dans l'esprit de certains parents inventifs, mais des vélos tandem qui permettent par exemple de faire du vélo avec un enfant qui est différent et qui se sent encadré sur le vélo et en bonne... Enfin voilà, qui passe en fait un excellent moment sur le vélo, quoi. Mais malheureusement, il n'y a pas de réponse tout à fait concrète que je peux donner. Et il y a la question financière aussi pour les vélos. Qu'est-ce qui existe comme aide financière? Parce que Bruxelles, il y a quand même beaucoup de vélos électriques. C'est quand même une ville qui est assez vallonnée. Et donc, qu'est-ce qui est proposé pour les parents aussi qui voudraient transporter, par exemple, leur enfant sur un vélo électrique? Est-ce qu'il y a des aides qui existent? Ça, c'est à Schaerbeek tout nouveau, mais je sais qu'à Aget, ça existait déjà parce qu'on s'est inspiré de cette commune-là. Et je pense bien, il y a les négociations budgétaires maintenant pour 2022, mais qu'on va continuer cette formule de subside. Et c'est quelques centaines d'euros parce que c'est diversifié selon les revenus. Mais oui, quelques centaines d'euros de primes à Schaerbeek pour des vélos électriques et des cargo bikes. Mais il faut se rendre compte que ce sont des bicyclettes qui peuvent coûter 3 000 euros facilement, effectivement. Et pour revenir aussi sur la formation, parce qu'il y a aussi beaucoup de parents qui eux-mêmes ont peur à vélo. Il existe pas mal d'associations justement qui forment les adultes. Avant que j'étais échevine de la mobilité, donc c'est mon deuxième mandat maintenant, mon premier mandat, j'étais échevine d'égalité des chances, avec la chance d'avoir une maison des femmes, la maison des femmes de Schaerbeek, et une première activité, ça s'appelait à vélo, mesdames. Et c'était effectivement apprendre à rouler à vélo entre dames, entre femmes. Maintenant, je sais que, mais je parle pour une école néerlandophone pour laquelle aussi, donc école Pavillon en de Kriek, où les parents qui voient leurs enfants rouler à vélo apprennent donc sur le cours de récré aussi à rouler à vélo. Donc voilà, on est très ouvert à cela, mais c'est vrai que les activités subsidiées et le plus pointues sont pour le public jeune. Gaëlle, si tu... Oui, je n'ai pas entendu la fin de la question. J'entends que ça parle de mobilité pour Oui, ce qui existe pour les adultes au niveau des formations. Pour les adultes. Donc oui, ben là, le secteur associatif, il est assez riche là-dedans aussi. Donc, le GRAC propose des formations qui s'appellent des formations vélo-trafic. Donc, ce n'est pas pour apprendre spécifiquement à rouler à vélo, ce n'est pas pour apprendre à pédaler, mais c'est pour les personnes adultes qui savent déjà pédaler, mais qui ont peur, en fait. Et ben voilà, moi, sur la chaussée, je ne me sens pas à l'aise. Donc, le GRAC organise des formations comme ça qui sont dispensées par des bénévoles qui sont formés. Donc, il y a tout un terreau là qui existe. Et il y a évidemment d'autres associations. ProVélo fait ça aussi. Il y a Molenbike qui met aussi des femmes en selle dans des publics plus précarisés. Et donc, il y a vraiment moyen de trouver chaussures à son pied, surtout à Bruxelles. Après, en Wallonie, il y a des formations vélo-trafic qui sont données par le GRAC en Wallonie. Il y a certainement d'autres associations qui donnent des formations pour les adultes. Donc, il faut un petit peu chercher, mais ça existe certainement. Et puis, comme toujours, on disait, il y a toujours aussi le côté un peu citoyen de dire, voilà, je connais quelqu'un qui roule bien à vélo, est-ce que lui ne pourrait pas m'aider? Donc, ça peut fonctionner par là aussi. Ce que moi, je dirais facilement comme proposition aux gens qui ne se sentent pas à l'aise sur les deux roues, qui n'ont jamais appris, moi, je dirais, prenez vos vacances en Hollande. Et je fais beaucoup de promotions pour la Flandre, Bruxelles, Belgique. Mais là, franchement, il y a une infrastructure entre Tilburg et Breda
dans les bois, que pour les vélos. Vlieland, une des îles Waddeneilanden, où il faut même laisser sa voiture sur le continent, vasteland, et on prend le bateau, et là, il y a plein de vélos qu'on peut louer facilement. Et parce qu'on est dans une ambiance de vacances, on est dans un contexte où tout est prévu pour les vélos, et je pense qu'il faut vraiment, il faut sentir la force soi-même. Et puis, il y a les complications de code de la route et voilà, le trafic, ça aussi. Mais tout d'abord, il faut aimer rouler à vélo et se sentir... En fait, c'est empowerment. C'est pour ça que je suis absolument convaincue que c'est important pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Ça donne une autonomie. À Vélo Mesdames, c'était aussi très parlant pour cela. Les femmes, souvent d'origine marocaine ou turque, me disaient « Maintenant, j'ai plus besoin de mon mari pour faire mes courses. Hein. » Donc, c'est vraiment, oui, ça donne une force et peut-être un contexte vacances est un bon début. Et là aussi, moi je vais rebondir rapidement, mais effectivement, on est sur la question de l'autonomie des jeunes, mais en fait qui passe aussi par l'autonomie plus tard des femmes. Donc on constate que la pratique du vélo est quand même, ça reste malgré tout fort genré. Donc on mesure la qualité cyclable d'une ville au nombre de femmes qui y circulent, parce que les femmes ont tendance à moins prendre de risques, moins rouler à vélo si elles se sentent en danger. Et la pratique du vélo, donc, pour les femmes, s'étiole très rapidement. Donc, même celles qui apprennent très tôt à rouler à vélo, laissent tomber à l'âge de l'adolescence. Donc, là aussi, il y a des freins et des barrières à dépasser pour que les femmes adultes puissent bénéficier du vélo. On parlait de 53% des ménages bruxellois qui n'ont pas de voiture. On parlait de 58% de familles monoparentales. Donc, beaucoup de femmes aussi qui s'occupent historiquement davantage peut-être de leurs enfants et des transports. Ces personnes-là aussi doivent pouvoir bénéficier de formation vélo. Et si cette formation, et surtout que cette formation ne soit pas abandonnée, surtout à l'adolescence, où on constate que malheureusement, il y a un gros fossé qui se creuse à ce moment-là. Donc, l'autonomie des jeunes, oui, et l'autonomie, en fait, de tout un autre public qui délaisse le vélo pour une raison ou une autre à un certain moment de son histoire. Oui, après, c'est vrai qu'actuellement, on a l'impression en tout cas qu'il y a une confrontation avec les automobilistes sur la route, parce que depuis un an, on sait qu'il y a 40 km de pistes cyclables qui ont été construites à Bruxelles, et on a l'impression en ce moment que les relations entre cyclistes et automobilistes sont quand même difficiles, parce que les choses changent justement, sans doute. Et on va bientôt s'arrêter, mais ce serait intéressant de revenir peut-être sur quelques initiatives phares. Là, tout à l'heure, quelqu'un parlait des adolescents, comment les motiver. Je crois qu'il y a des exemples d'écoles, justement, qui mettent en place des concours pour les jeunes, justement, ou en tout cas, qui essaient d'encourager via des bons cadeaux les adolescents à utiliser le vélo. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, au GRAC, donc effectivement, on a des groupes locaux qui travaillent, qui mènent des actions. Comme je disais, le petit inconvénient, c'est que c'est sur des durées limitées, mais ça répond à cette question-là de motiver avec des concours, avec une participation collective. Donc, on va compter collectivement le nombre de kilomètres qu'on fait sans utiliser la voiture. Donc à vélo, mais peut-être pas forcément. Et donc chez nous, on a à Jodogne, il y a le GRAC Jodogne qui a participé à ça. On a à Anu aussi, le GRAC Anu qui participe aussi à ce genre de choses-là. Donc oui, ça existe, ce genre d'initiative-là. Je ne vais peut-être pas faire un tableau exhaustif de la situation, mais ces initiatives, en tout cas au niveau associatif, elles existent. Et je parlais aussi de ProVélo qui fait de l'accompagnement. Donc là, on est dans quelque chose de différent, vraiment une collaboration structurelle avec une école. Mais effectivement, ProVélo propose aussi un accompagnement des écoles et des personnes adolescentes, quoi. Donc, c'est le Bike to School, qui est donc aussi un concours où on compte les kilomètres parcourus, on peut gagner des prix, etc. etc. Donc, ça existe. Adelaide, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Je vous entendais parler et je me disais oui, tout d'abord, la polarisation n'est pas du tout bien. Et donc, c'est important pour à tous les chauffeurs de voitures d'expliquer qu'eux aussi sont des piétons, ne fût-ce que pour sortir de leur voiture et de se rendre chez eux. Et deuxièmement, moi, je pense si c'est parfois plus difficile avec des adolescents de ne pas désespérer. Parce que je peux vous donner mon cas spécifique. Nous sommes tous les deux cyclistes et nos enfants, quand ils étaient en secondaire, ils préféraient de prendre le tram 55 pour aller au centre-ville. Entre-temps, ils ont plus que 20 ans et ils viennent nous voir. Ils habitent plus chez nous, mais ils viennent nous voir à vélo. Donc, il faut accepter aussi que plusieurs modes peuvent être utilisés et que surtout, quoi que ce soit la façon qu'on se déplace, on respecte l'autre qui utilise l'espace public. Et bien sûr, le plus dangereux, c'est celui qui roule en voiture. Mais oui, parfois il faut laisser le temps et ça revient. Même quand quelques années, ils ne veulent pas de vélo, ils veulent le tram ou un step, le vélo revient. Et un petit message d'espoir aussi peut-être pour ceux qui désespèrent, mais il y a Frédéric Errand, qui est donc un urbaniste qui étudie vraiment la question du vélo historiquement en Europe, son déclin et sa renaissance maintenant, qui mentionne lui le fait que en fait, dans les sociétés où on est en train de changer, donc effectivement ici on est en train de reprendre un petit peu de place pour le vélo, en fait le conflit entre les usagers est malheureusement naturel, mais c'est un passage, une fois qu'il est dépassé, on arrive à quelque chose de mieux pour tout le monde. Mais donc on est peut-être dans cette phase-là de transition qui voit le problème des conflits sur la route, de l'agressivité augmenter. Et dans ce cadre-là, de nouveau, les associations jouent aussi un rôle et le GRAC, en compagnie de ProVélo, mène une campagne justement actuellement qui s'appelle Happy Streets, Ensemble sur la route, et qui essaye de décortiquer, de comprendre ces phénomènes d'agressivité, d'essayer de donner des petits messages de courtoisie, de code de la route, etc., pour essayer de diminuer le clivage et améliorer la bonne cohabitation. Donc, il y a des témoignages qui sont un petit peu plombants par moment, mais l'horizon et la perspective est plutôt positive. Je vais quand même ajouter une chose à ne pas oublier, le rôle que joue aussi la police locale, parce qu'ici, on parle avec beaucoup de volontarisme, mais moi, j'ai un entretien tous les mois avec la police locale et il faut vraiment qu'eux, ils mettent des amendes, qu'eux, ils font les contrôles, qu'ils ont un brigade à vélo. Donc, c'est certainement pas qu'avec les associations et la bonne volonté de l'une ou l'autre Schweizfin. Il faut aussi faire respecter les règles qu'on a mises. Alors, on a une petite question là, vite fait sur les vêtements. Comment rendre les vêtements un peu fun pour les adolescents, justement? Parce que c'est vrai que le chasuble n'est pas très à la mode, peut-être. Est-ce que les entreprises... Oui, les entreprises travaillent là-dessus, de toute façon. Il y a eu un mot de show à Courtrai, mais donc, oui, où je voulais y aller, j'ai raté. Parce qu'effectivement, oui, il y a encore des améliorations à ce point-là. Pour le Les moment, casques, ça va, hein. Les casques, il y a déjà beaucoup dans toutes les couleurs et de dessins. Là, il y a déjà plus de créativité. ouais, pour le moment, c'est vrai qu'on doit un petit peu faire confiance à la créativité, même des plus jeunes ou des plus cyclistes ou des plus créatifs. Donc, il y a des chasubles qui existent qui sont plutôt bariolés, plutôt vraiment des espèces de conceptions d'artistes qui existent pas mal à Bruxelles, parce que c'est vrai qu'on est nombreux à se plaindre de cet outil qui nous rend visibles, mais qui n'est pas forcément le plus glamour. Et donc, effectivement, pour un public jeune, ça participe à ça. On a déjà du mal à leur mettre une écharpe et un bonnet quand il fait froid, alors leur mettre une chasuble fluo, c'est pas toujours simple. Mais il existe effectivement, il y a des vestes qui sont fluo, qui sont très réfléchissantes, qui sont un petit peu plus adaptées peut-être. Et sinon des créations originales et voilà, et aussi marquer sa différence avec quelque chose
de plus original que la chasuble traditionnelle. C'est sûr. Et alors, on va bientôt terminer ce webinaire, mais déjà, je voudrais donc ajouter à tout le monde, n'hésitez pas à aller voir dans le chat parce qu'il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Et alors, une conclusion alors des intervenants par rapport à cette question, à ce webinaire. Voilà, si vous voulez conclure. C'est une question que vous posez à nous? Oui. J'essayais juste de quand même retrouver ce que les gens avaient dit dans le chat. Donc voilà, j'ai sur mon écran. Non, dans le chat, il y a beaucoup d'interventions de parce que ça m'intéresse quand même. Et non, je pense que c'est un tel entretien qu'il nous faut. Et dans les meilleurs temps, on aurait maintenant une réception où on pourrait parler face à face avec l'une ou l'autre. Julie, ici à Oudergem, il y a des initiatives, etc. Donc, parce que nous aussi, on a encore beaucoup à apprendre. Ben oui, moi je clôturerai par l'idée qu'effectivement, on est plusieurs acteurs autour de cette problématique-là de la mobilité scolaire. Donc il y a le politique, il y a les parents, il y a les enseignants, il y a les enseignants en tant qu'enseignants et tout le milieu scolaire, donc les directions d'école. Et donc ça fait beaucoup, mais ça fait aussi beaucoup de leviers qu'on peut activer. Et pour le moment, il y a vraiment des initiatives qui foisonnent dans plein de sens différents et ne nous privons pas. Allons-y, si on a une idée, s'il y a une initiative qui se met en place, eh bien, elle est certainement bonne à prendre pour un petit peu changer les choses. Donc c'est pour une mobilité plus inclusive en fait et plus sûre pour tout le monde. Donc allons-y. Peut-être une excursion à Nantes. Ce que je vois ici dans le chat, c'est peut-être un endroit pour se donner rendez-vous, si pas à Vlieland en Hollande, à Nantes. Non, tout à fait. Écoutez, merci à tous les deux. C'était vraiment très intéressant. Donc, vous pourrez retrouver ce webinaire donc, sur la chaîne YouTube. Et alors, n'hésitez pas à jeter un œil à notre dossier dans la revue Éduquer. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à la prochaine.